dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, on vous propose une émission consacrée aux films amateurs. La Cinémathèque de Bretagne conserve des milliers de films, des collections qui racontent l'histoire de notre territoire et à travers elles, celle du monde. Nous accueillons ce matin Gaëlle Pitroux, bonjour. Vous êtes la directrice de la Cinémathèque de Bretagne. À vos côtés, deux personnes qui gravitent dans cet écosystème depuis plusieurs années. D'abord Mirabelle Fréville, bonjour. Vous êtes réalisatrice et documentaliste et Gilles Olivier, vous êtes auteur et professeur d'histoire-géographie. Bienvenue à tous les trois. Alors Gaëlle Pitroux, la Cinémathèque de Bretagne, c'est un lieu, c'est une équipe, mais c'est aussi des milliers de films. Combien de films avez-vous en stock aujourd'hui ? On en a environ 30 000. 30 000 films qui sont conservés, qui sont documentés, qui sont valorisés autant que possible. Et comme la Cinémathèque existe depuis bientôt plus de 36 ans, et que la collecte est permanente, chaque semaine nous avons de nouveaux films qui arrivent. Donc en effet, c'est une des plus grandes collections de France de cinémathèques régionales. Et quelle a été la conviction au départ ? À quel moment on se dit on va recueillir des films amateurs ? Les films amateurs, c'est une matière très sensible. Ouais. Donc, c'est vrai que les films de patrimoine sont conservés par le CNC. Or, la conservation des films amateurs relève vraiment d'un militantisme au départ des années 70, fin des années 70, René Vauthier, le musée de Bretagne aussi, avec Jean-Yves Veillard, qui ont voulu à un moment donné réfléchir à comment sauvegarder le cinéma à la fois militant et aussi le cinéma amateur. Et tout au long des années 70, début des années 80, André Colleux aussi, qui est fondateur de la Cinémathèque, ont souhaité préserver ces films qui étaient créés par des amateurs, donc des non-professionnels, qui avaient cette volonté de porter un regard sur le monde dans lequel ils vivaient, donc des expressions de ce quotidien, que ce soit des films de famille, des films documentaires, voire des films de création. Et donc, petit à petit, l'idée est née. Et c'est pour ça que la Cinémathèque a vraiment une identité, c'est une identité vraiment multiple, puisque c'est au croisement de la volonté de préserver des films militants, avec la figure emblématique de René Vauthier, mais également des films qui sont vraiment issus de l'éducation populaire, parce qu'André Colleux travaillait comme conseiller technique éducation populaire, donc c'était dans le cadre aussi d'animation auprès des plus jeunes que ces films étaient créés, et aussi pour préserver un patrimoine ethnographique, le patrimoine breton, avec cette volonté, via le musée de Bretagne, de préserver ce patrimoine audiovisuel. Alors on voit quelques-uns de ces films, ou en tout cas les entrepôts, quelques-uns de ces films à l'image. Vos plus vieux films, ils remontent à quand, Gaëlle Pitroux ? Alors c'est début du XXe siècle, donc c'est le plus ancien, c'est 1912, je crois. Donc c'est un film qui est anonyme, que nous conservons. Et puis ensuite, nous avons plusieurs films des années 30, 40, en fonction en fait de l'évolution aussi de la technique. Puisque, par exemple, en 1922-1923, il y a le Pathé Baby qui a été créé. Et c'est une caméra qui est devenue très légère et accessible aussi financièrement à un plus grand nombre aussi d'amateurs. Puisque, bien entendu, la technique a permis de plus en plus d'avoir de films amateurs, et c'est au fil des années que ces films se sont créés. Et comment vous arrivez aujourd'hui à collecter ces films ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent spontanément vous voir, ou est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où on peut aller chercher ces films ? Alors il y a plusieurs types de collectes. En effet, il y a d'abord ce que j'appelle la collecte spontanée, c'est-à-dire que la Cinémathèque est connue sur le territoire. Nous sommes très présents, nous avons des événements, nous avons un site internet, et puis ça fait partie aussi des institutions culturelles de la Bretagne. Donc cette collecte spontanée, comme je vous disais, presque chaque semaine, nous avons des appels de personnes qui souhaitent déposer des films. Plutôt âgés, en général ? Âgés ou plus jeunes. Après, c'est pas les déposants ne sont pas forcément les réalisateurs, ça, mais voilà, donc ça dépend vraiment. Après, nous avons ce qu'on appelle vraiment une collecte organisée, avec un travail sur le territoire, où on organise des résidences documentaires. Pendant 2 années, on est sur un territoire. Donc actuellement, nous sommes en train de faire une résidence documentaire dans le pays du vignoble nantais, avec les archives départementales de Loire-Atlantique et le musée du vignoble nantais. Donc là, c'est un travail vraiment de territoire, avec des institutions culturelles qui nous permettent d'aller à la rencontre des habitants et d'être au plus près des habitants pour pouvoir collecter cette mémoire. Donc là, on est plus sur une recherche ciblée de films, sachant qu'on essaye d'aller dans des territoires où nous avons
peu de films. D'accord. C'est ce qu'on appelle un peu les zones blanches de nos Et collections. quelles sont ces zones blanches aujourd'hui? Eh bien, il y a le centre-Bretagne, le pays du vignoble nantais, par exemple. On n'a pas beaucoup de films, donc ça nous permet aussi d'espérer collecter de nouveaux films. Et puis, bien entendu, nous essayons d'identifier, et nous avons de nombreux partenariats avec des institutions aussi culturelles pour pouvoir les accompagner dans la préservation de leur patrimoine audiovisuel. Allez, on continue d'en parler dans quelques instants. On va profiter justement de se rendre dans les coulisses de la Cinémathèque de Bretagne. Evan s'est rendu aux côtés de vos équipes. Oui, salut Anne Fontet et bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai l'immense plaisir et honneur de vous faire découvrir les coulisses de la Cinémathèque de Bretagne. Et notre première visite commence dans les réserves au sous-sol où sont stockées une partie du fond de la Cinémathèque. Et on va surtout parler de la tâche de collecte, l'une des 3 missions de cette institution bretonne. Avec toi Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, quel type de film est-ce que vous collectez ici? Alors ça dépend. On peut avoir des films tournés sur des vieilles caméras ou alors des films vidéo. On n'est pas fermé à la technologie. C'est l'intérêt de l'image qui prime. Et ça peut être des films de professionnels comme d'amateurs. C'est ça. En fait, des gens qui ont filmé leur quotidien, leur famille, ou alors des sociétés qui ont malheureusement fermé, faute de repreneurs. Et donc, nous, on est là pour récupérer les fonds qui ont... Et alors, des dizaines de cassettes. Alors ici, il y en a quelques-uns, mais il y a quelques rayonnages, mais il y a encore d'autres stocks un peu partout dans le reste, de dispersés. Alors, on va aller s'approcher là-bas, parce que vous avez récupéré donc, des films d'amateurs, et la première étape, quand vous les recevez, c'est de les contrôler. C'est ça, de visionner, de faire un premier visionnage des films pour évaluer l'intérêt patrimonial des images. L'intérêt technique aussi, parce que des fois, c'était pas très bien filmé, faut l'avouer. Et voir aussi, faire une première évaluation de l'état sanitaire des images. Alors, je pensais que ça, c'était une bobine, mais en fait, non, elle est vide. Du coup, c'est stocké là-dedans, c'est ça? Voilà. Alors ça, c'est ce qui sortait, en fait, directement après développement des caméras, renvoyé aux cinéastes. Et les cinéastes avaient un projecteur pour les projeter. Alors justement, on va demander à ton collègue d'éteindre la lumière. On va vous faire une mini-projection sur cette machine qui est là, dans laquelle vous avez chargé un film. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des films de vacances. C'est des films de vacances tournés en 1973 à Begmel. Donc voilà, on a beaucoup d'images de plage. Très bien, on va pouvoir rallumer. Le temps file très vite. On rallume, s'il vous plaît. Et alors, comment est-ce que vous décidez d'archiver par exemple ce film de vacances? Pourquoi est-ce que celui-ci mérite d'être archivé à la Cinémathèque de Bretagne? Alors l'intérêt patrimonial, il peut avoir plusieurs formes. La rareté des images d'archives et autrement... leur future utilité peut-être aussi, est-ce qu'un jour on en aura besoin? La qualité technique des images tournées. Voilà, il y a plein de critères différents et évidemment le critère historique a son importance, quoi. Bon, et alors on voulait terminer cette visite par vous montrer, je vais y arriver, ton métier, Alan. Toi, tu restaures les films. Dans quel état est-ce qu'elles peuvent arriver, les pellicules, quand vous les récupérez? Elles peuvent arriver dans des états vraiment parfois pitoyables, je voudrais dire. En fait, c'est des pellicules qui peuvent avoir parfois 100 ans. Notre plus vieille pellicule, elle est de 1910. Donc des films qui ont été conditionnés dans les petits noyaux comme vous avez vu tout à l'heure, parfois ils ont subi les outrages du temps. Et donc ici c'est la restauration mécanique, donc on refait les perforations, on les restaure quand elles ont été arrachées. Ça peut prendre combien de temps? Alors c'est variable, par exemple pour une bobine comme ça, ça peut prendre 2 jours comme ça peut prendre 1 heure. Ça va dépendre vraiment de la qualité, enfin l'état de la pellicule au moment où on la reçoit. Bon, et alors l'étape d'après, c'est de les numériser, ces films, pour les faire perdurer dans le temps. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Gaëlle Pitrou, c'est combien de corps de métier qui gravitent à la Cinémathèque de Bretagne? Alors, il y a plusieurs. En fait, c'est le traitement de l'archive. Donc, on vient de voir Nicolas et Alan, donc qui sont vraiment
là pour préserver les fonds. Donc c'est la partie technique. Nous avons aussi des collecteurs qui vont à la rencontre des déposants, comme je disais tout à l'heure. Et puis toute une partie aussi de valorisation et de documentation qui permet de... Parce qu'un film collecté, s'il n'est pas documenté, il n'existe pas réellement dans nos collections. Donc ça, c'est une partie très importante. Et la valorisation, qui est une valorisation qui est à la fois pour la vente d'images, puisque nous avons beaucoup de documentalistes, de professionnels qui font appel à nous pour utiliser les images des fonds de la Cinémathèque, et également la valorisation, c'est-à-dire la diffusion, la transmission, que ce soit pour les plus jeunes, dans le cadre de diffusion, dans le cadre d'ateliers éducatifs. Donc, et puis bien entendu, il y a toute la partie qui ne se voit pas, dont on parle peu, qui est toute la partie aussi administrative qui structure notre association. Mirabel Fréville, quand on se balade sur le site de la Cinémathèque de Bretagne, j'imagine qu'on peut perdre beaucoup de son temps. On perd beaucoup son temps, mais on a tellement de plaisir. Oui, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Le terme va vraiment bien avec ça, puisque on va toujours chercher quelque chose qu'on cherche. Par exemple, en ce moment, je cherche un mariage. Je travaille sur un film d'une personne qui est née en 1900 et qui s'est mariée en 1920. Et donc, je cherche une photo des images de son mariage, évidemment, qu'on n'a pas filmé. Donc, je vais essayer de trouver quelqu'un qui lui ressemble et qui, à la même époque, s'est marié dans une ville, parce qu'elle est parisienne, à Rennes, par exemple. Donc, j'ai cherché dans les archives de la Cinémathèque un mariage en 1920 avec une femme qui lui ressemble un petit peu. Et ça, je vais en trouver, mais au fil j'en cherche, je vois des images, je commence le mariage. Après, cette jeune femme, dans le film, s'en va à Singapour, en avion, ou en bateau, en 1900, on va dire. Et là, je suis... Mais qu'est-ce qu'elle va? Où elle va? Donc, quelque part, on est toujours, évidemment, c'est toujours un voyage. Par les images. La recherche peut être très, très longue. Il faut savoir s'arrêter un moment. Gilles Olivier, comment on en vient, en tant que professeur d'histoire-géographie, à s'intéresser aux films amateurs? C'est un petit peu en parallèle de ma profession, et puis aussi par le goût du cinéma. Et donc, au-delà du langage cinématographique de l'amateur, il y a aussi l'intérêt, lorsque l'histoire, en fait, intervient, fait éruption dans des films de famille, ou des films de voyage, ou des films de club. Et ça a d'ailleurs été mon cas. En fait, j'ai découvert les films amateurs, n'étant pas moi-même vidéaste amateur. Donc, j'ai découvert, au départ, j'ai découvert ces films amateurs sur invitation d'André Colleux, donc, comme le disait Gaël Pitrou tout à l'heure, donc, un des deux fondateurs avec Mathilde Alverde de cette Cinémathèque de Bretagne d'aujourd'hui. Et donc, il m'a invité à venir voir quelques films, parce que je cherchais à ce moment-là, en tant que chercheur, un sujet pouvant lier à la fois le cinéma et la Bretagne. Et puis... il m'a montré des images qui m'ont fait, tomber dans la marmite du film amateur. Justement, on va aller voir à l'image. C'est l'histoire d'un monsieur Mazet. Oui, c'est ça. C'est ça, et ça se passe à Châteaulin. Voilà, ça a vraiment été quelque chose, le véritable déclencheur pour moi. C'est Jean Mazet, donc, qui était épicier à Châteaulin. On est en 1937, et il avait l'habitude, pour vanter un peu les produits de son épicerie, le Coucou, il avait l'habitude de filmer, de faire des reportages à Châteaulin. Et donc, en l'occurrence, au moment de la mi-carême, il a filmé la cavalcade de Châteaulin. Et on voit donc effectivement, au beau milieu de tous ces chars qui défilent, tout d'un coup, on a la surprise de voir ce char un peu particulier. On voit Hitler et Mussolini, donc des Castellinois qui sont grimés en Hitler et Mussolini, qui tirent le cercueil de la SDN. Et puis, on a Marianne, donc la République française, qui est en pleurs, et puis le personnel politique de la Troisième République qui est en noir, en deuil. Voilà. Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt historique qui est intéressant, puisque à la fois l'histoire locale et l'histoire avec un grand H, comme aurait dit Georges Perec, en fait, voilà, c'est ça, et se retrouvent. Et comment, à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais le transformer en outil pédagogique, ce matériau qu'est le film amateur? C'est un peu sous l'influence aussi d'une histoire culturelle qui s'est développée ces dernières années, et qui justement tient compte aussi de l'histoire locale, de ce qu'on a appelé aussi la micro-histoire, qui permet de jouer sur plusieurs échelles et de comparer en fait des événements collectifs, donc, qui peuvent avoir lieu à une échelle nationale ou internationale, avec la manière dont les choses sont perçues ou pas à l'échelle locale. Et donc c'est sous cette influence-là finalement que j'ai trouvé qu'il était intéressant
de montrer en quoi ces films amateurs pouvaient être des sources en fait pour l'historien ou l'historienne. Et puis du coup, il a fallu aussi entreprendre aussi l'histoire de ce cinéma amateur, parce que à l'époque, quand j'ai commencé à travailler là-dessus dans les années 80, Il y avait très peu de choses. il y avait très peu de choses sur l'histoire du sujet, cinéma ouais. amateur lui-même, et donc il fallait d'abord commencer par ça avant de s'intéresser aux films amateurs comme source pour l'histoire en fait. Mais de manière générale, ça permet aussi de mettre l'histoire à hauteur d'hommes et de femmes, et donc ça c'est intéressant. Et c'est ce que vous essayez aussi de faire avec l'Algérie, 60 ans après les accords d'Évian qui ont marqué l'indépendance du pays. Pourquoi vouloir s'emparer de cette histoire-là qui, pour nous, en tant que Bretons, on se dit mais c'est super loin de chez nous, en fait, même si c'est une histoire française? Parce que déjà, René Vauthier, Ouais. René Vauthier qui a énormément fait de films sur l'Algérie, qui a dénoncé la colonisation. Et donc, on a des films qui sont déposés chez nous. Et puis aussi, on a beaucoup de films amateurs de personnes qui ont vécu pendant la période coloniale en Algérie. Et c'est donc Gilles Olivier, Reynald Derain et Vincent Marie qui ont proposé aussi de travailler sur un dossier pédagogique qui met en regard à la fois les films d'amateurs pendant la période coloniale et les films militants de René Vauthier. Donc c'est cette mise en regard qu'on a travaillé là pendant un an à peu près. Et aujourd'hui, le dossier pédagogique est en ligne sur le site internet et permet d'aller à la rencontre de ces différents films avec des notices très, très approfondies pour que les enseignants et puis tout le monde puissent se saisir aussi. Les élèves aussi. Et les élèves, bien entendu. À la suite. Et comme dit Gilles Olivier, c'est vraiment un regard d'hommes et de femmes. Donc on rentre Sur dans la grande histoire, voilà, finalement. c'est ça. Et donc c'est plus facile aussi de la comprendre et de saisir l'intimité de cette histoire-là. Et justement, dans ce dossier, on peut notamment y retrouver ces images qu'on va voir de Roland Lemel. C'est en 1956, film qui s'intitule Départ en Algérie. Par exemple, Gilles Olivier, qu'est-ce qu'elle raconte, ces images que l'on voit là? Alors, oui, Roland Lemel était un rappelé, en fait, et il était sergent-chef et chef radio. Et donc, il dit avoir tourné, en fait, ce film comme un film de voyage au départ. Et puis, en fait, il s'est aperçu qu'une fois arrivé en Algérie, que la situation était particulièrement lourde, particulièrement grave. Et au détour, justement, de ces images où il montre un peu la vie de caserne ou la présence militaire, mais sans montrer la guerre, en fait, mais la présence militaire française, au détour de ces images, on a tout d'un coup quelques minutes qui sont consacrées à ce qu'on peut considérer comme étant l'amorce d'un camp de regroupement en fait d'Algériens, comme il s'en faisait beaucoup en fait à l'époque. L'idée étant de la part des autorités françaises et notamment militaires de créer des zones interdites en forçant en fait une partie de la population algérienne de quitter en fait l'endroit où ils habitaient pour ne pas être toujours en contact avec le FLN. Voilà. Et là on a une preuve en fait donc à hauteur d'homme, encore une fois, tournée par un rappelé d'une histoire qui finalement est relativement ignorée jusqu'à présent à l'intérieur même de l'histoire de la guerre d'Algérie, alors que ça a été un phénomène d'ampleur en fait. Et quel est le retour de ces élèves qui travaillent sur ce sujet et qui voient ces films amateurs? Pour eux, ça les ancre davantage dans une histoire qui, pour beaucoup... Oui, avec lesquels ils pourraient avoir beaucoup de distance finalement. Exactement, tout à fait. Oui, ça les ancre beaucoup dans cette histoire, parce que, comme ça a été dit, en fait, il y a une proximité aussi. On sent bien que ce sont des images qui ne sont pas des images officielles, alors qu'il faut continuer de regarder et d'analyser. Justement, c'est l'intérêt aussi, c'est d'avoir cette comparaison entre les films tournés par des amateurs, apparemment des images qui sembleraient innocentes, mais aucune image n'est innocente. C'est-à-dire que Roland Lemel, il filme comme d'autres amateurs aussi avec sa... Sans finalement se rendre compte de la portée historique de ce qu'il est en train de filmer. Voilà, aussi. c'est ça. Et il filme avec sa sensibilité, son éducation, sa formation. Et les élèves, en fait, sont très sensibles à ça parce qu'on est dans une histoire de proximité. Et puis finalement, ça rejoint aussi, je pense, le cœur même de ce qu'est le film amateur. C'est-à-dire qu'on est sur des images qui sont tournées par un individu. Et c'est important de préciser que c'est un regard. Voilà, c'est un regard. Et qu'il faut croiser les sources. Voilà, il y a un côté singulier et en même temps, il y a aussi de l'universel dans cette proximité avec ces hommes, justement. Peut-être rapidement, Gaëlle Pitrou, sur ces types de projets-là, c'est important pour vous d'associer d'autres corps de métier, que ce soit enseignants, historiens, chercheurs. Tout à fait, parce que le film amateur, par définition, on n'a pas d'éléments de contexte, ou très peu en tout cas. Et on a besoin, il y a une déontologie vis-à-vis
vis-à-vis aussi de ces images-là, et on a besoin du regard de scientifiques, on a besoin de regard de spécialistes aussi, pour bien comprendre ces images, bien les documenter et pour les utiliser à bon escient aussi. Et en effet, c'est une source extraordinaire, mais qui a besoin d'être bien renseignée pour pouvoir l'utiliser correctement. Allez, on retourne direction Brest. Après la collecte, Evan nous dévoile l'envers du décor, la numérisation. On le retrouve en compagnie d'Alan. La suite de notre visite de la Cinémathèque de Bretagne se passe dans cette salle et avec ce grand scanner qui permet de numériser les bandes que l'on a vues tout à l'heure. Alan, quelle bobine est-ce que tu es en train de travailler là ? Alors, je suis en train de numériser le film d'un soldat allemand dont on ne connaît pas le nom, inconnu, qui a été tourné avant 1944 à Brest. Et donc là, il a filmé la rue de Jaurès, là, qu'on voit, le tramway qui descend la rue Jaurès pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc le travelling, puisque c'est un travelling, va nous amener jusque de l'autre côté à Recouvrance. Et alors, cette machine, elle vous permet de préserver toutes les bandes argentiques que vous avez en bas. Ouais. Vous pouvez numériser n'importe quel type de bobine ? Ouais, on peut numériser tous les formats qu'on a. Des formats dits américains, donc 8, Super 8, développés par Kodak, jusqu'au format pâté, 9.5, 17.5. Et en qualité suffisamment grande pour leur assurer un avenir pérenne pour une diffusion même sur les grands écrans de salles de cinéma. Ouais, actuellement on peut numériser les bobines jusqu'à 6,5K, donc c'est un format assez grand pour être sûr que même dans 10 ans ou dans 20 ans, on aura une taille d'image suffisante pour pouvoir les projeter dans les cinémas. Ouais. Et alors surtout, nous, grand public, on peut consulter une partie de ces images numérisées. Comment ? En allant sur le site internet de la Cinémathèque. Alors là, toutes les collections ne sont pas numérisées. Nous, on n'a qu'à peu près 25% des collections qui sont accessibles numériquement. Mais ça en fait déjà 8000, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, super. Je te laisse continuer. Merci beaucoup. Nous, maintenant, on va aller rencontrer Marie, qui a la mission de faire vivre on va pas éviter de casser la caméra, de faire vivre les collections de la Cinémathèque et de les faire découvrir au grand public. Alors, comment est-ce que tu fais ça, Marie ? Eh bien, alors, c'est de la sélection de films et de la création de projets aussi, comme des ciné-concerts. Et l'idée, c'est de proposer à tous les publics, dans différents lieux, pas que des cinémas, des films. Où ça, par exemple ? Eh bien, on a pu organiser des projections et des événements dans des maisons d'arrêt, des écoles, des salles de concert, des coffee shops. Voilà. L'idée, c'est de s'adapter à chaque lieu pour aller à la rencontre de tous les publics. Et quand tu dis on, c'est avec tes collègues, parce que ici, toi, tu es à Brest, mais tu as des homologues à Rennes et à Nantes. C'est ça. Pour la Bretagne historique. Exactement, pour rayonner sur tout le territoire. Et alors, tu voulais nous parler d'un projet que vous avez mené, peut-être qu'on peut lancer les images. Oui. Alors, c'est le teaser de notre dernière création, qui est un ciné-concert, qui s'appelle Fréquence sous-marine. C'est un ciné-concert à partir des images de la Cinémathèque, donc de 1954 à aujourd'hui, avec aussi le dépôt de Monsieur Lelay, qui a été plongeur et caméraman pendant des années. Et donc là, vous travaillez avec des artistes bretons pour, par exemple, refaire la musique qu'on entend un petit peu. C'est ça. À partir de nos images, il y a un montage qui a été fait donc ici à la Cinémathèque et qui est mis en musique par un pianiste qui s'appelle Maxime et un réalisateur qui s'appelle Christian. Donc voilà. J'imagine que si on veut connaître toute la programmation, on va sur le site de la Cinémathèque et tout l'agenda est en ligne. Exactement. Et on peut en profiter pour regarder les films que Alan est en train de numériser dans la salle d'à côté. Exactement. Voilà de quoi passer de bons moments. En tout cas, merci beaucoup. Et on va se retrouver dans une poignée de minutes, cette fois-ci avec une réalisatrice qui a fait un documentaire 100% à base du fond de la Cinémathèque. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure, Gaëlle Pitrou. C'est ça aussi que vous trouvez chouette avec la Cinémathèque de Bretagne, c'est de voir finalement cette nouvelle vie qu'on offre à des images qui ont 50, 60, 80 ans. Tout à fait, il y a un pouvoir, une puissance d'évocation des images archives qui crée une émotion extrêmement forte. Et donc c'est ce qu'on essaye de valoriser, ce que fait Marie, ce que fait aussi nos collègues de l'antenne de Rennes et de Nantes. L'idée, c'est vraiment de rencontrer les publics et de faire découvrir ces images-là. Et à chaque fois, ça suscite le dialogue, ça donne envie à des artistes aussi de s'emparer de nos images. Donc il y a cette puissance d'évocation, il y a un ressort aussi nostalgique, mais qui permet de comprendre le présent et d'échanger après pour mieux être ensemble aussi, parce que notre rôle, c'est de créer des événements pour
pour que voilà, la transmission se fasse, que les anciennes générations puissent parler aussi des images qu'elles ont vécues et que les jeunes générations essaient de voir aussi la différence avec aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente comme différence et se questionner. On l'a vu tout à l'heure, un point important, c'est aussi la numérisation. Pour la documentaliste que vous êtes, Mirabel Fréville, j'imagine que ça change quand même un peu les choses. La numérisation, c'est-à-dire que par rapport à avant, on travaillait avec les films. Alors moi, j'étais vous qui avez vu l'évolution en 30 ans. J'ai vu l'évolution. J'ai vu l'évolution, surtout qu'aujourd'hui, on peut chercher sur Internet. Ouais. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y avait des sources comme Gaumont-Pathé qui n'avaient que du film. Et la Cinémathèque, d'ailleurs, au départ aussi. C'est-à-dire qu'on visionnait sur les petites choses, vous avez vu, la visionneuse, là. On regardait les films, on tournait la manivelle. Donc c'était beaucoup moins facile à regarder. Ça avait plus de charme, mais moins facile et plus long. Et c'est vrai que la numérisation a fait beaucoup de choses aussi par rapport à la restauration. Avant un film, quelquefois, le film amateur peut être vraiment très brillant, très bien filmé, mais des fois, il n'y a pas assez de lumière, donc un peu gris. Aujourd'hui, on arrive à restaurer le film, à le rendre plus lumineux, à travailler sur le son pour qu'il soit moins... Pareil, le cinéma amateur est souvent muet, mais quelquefois sonore. Et les prises de son du cinéma Super 8 sont des fois assez dramatiques au niveau son. On peut restaurer. Donc aujourd'hui, on a vraiment une qualité formidable donnée au film amateur, avec toute sa fragilité, comme on dit, quelquefois des plans qui sont peut-être un peu flous, mais tellement émotionnels, qui sont presque plus beaux qu'un film de fiction, dans le sens il s'est tellement approché de la caméra que quelque part on sent l'acte d'amour de celui qui filme pour son enfant, sa femme, un ami. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que la numérisation a donné beaucoup pour professionnaliser et pour se servir des images amateurs dans des films, entre guillemets, documentaires professionnels. Et de ce côté-là aussi, les outils évoluent pour continuer à numériser davantage. Chaque nouveau scanner qui arrive, c'est la fête à la Cinémathèque. Exactement, ce scanner est assez exceptionnel. Hein. On a pu l'acquérir l'année dernière. Ça nous permet d'avoir des images extrêmement bien numérisées, une capacité de conservation aussi très importante, et puis surtout numériser tous les formats, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et aujourd'hui, c'est combien de films qui sont numérisés sur l'ensemble des collections ? On a 25% aujourd'hui de films numérisés, mais c'est un travail de longue haleine. Hein. Enfin, voilà, c'est un centre d'archives aussi, hein, donc on touche l'éternité d'une certaine façon. Voilà. Et justement, donc, ces collections, elles sont accessibles au grand public, et je crois que depuis quelques années, vous avez un regain d'intérêt sur votre site. Le confinement a beaucoup joué à cela aussi. Tout à fait. La Cinémathèque était une des premières à pouvoir donner accès à ces films. Hein. Juste le 17 mars, d'ailleurs, la Cinémathèque française avait remarqué que la Cinémathèque de Bretagne avait, avant la plateforme Henri, mis en ligne plus de 5000 films accessibles gratuitement, parce que l'idée, c'était vraiment de se dire, tout le monde est confiné, qu'est-ce qu'on fait pour nos concitoyens qui vont être enfermés chez eux. Et donc, il y a eu cette mise en ligne, et ça a suscité énormément d'intérêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a continué à mettre en ligne gratuitement. Et ça se poursuit ? Et ça se poursuit dès qu'il y a une nouvelle numérisation, dès que les droits le permettent, bien entendu, qu'on a l'autorisation des ayants droit. On met en ligne les films, et donc aujourd'hui, on a plus de 8000 films accessibles. Et on fait un peu concurrence, comme je dis, à la plateforme Netflix, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Attention, Netflix, les Bretons sont là. Ce fonds, il n'y a pas uniquement que des films de Bretons et de Bretonnes, et pas uniquement de films qui traitent de la Bretagne. Mirabel Fréville, c'était important aussi de le dire. C'est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense. Beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire que vous êtes, même, je sais pas, quelqu'un a envie de déposer ses films dans un pays où il n'y a pas forcément de quelqu'un qui a une cinémathèque, peut très bien appeler la cinémathèque amateur de Bretagne en disant j'ai envie de déposer mes films, j'habite au Sénégal, et est-ce que vous acceptez ? Et Gaïd dit pourquoi pas, etc. Et ça, c'est très intéressant pour nous professionnellement, parce que quand je vais regarder les cinémathèques de Bretagne, je n'ai pas qu'un film breton en tête. Là, je travaillais sur un gros film pour Arte sur Berlin. Et j'ai trouvé des films de Bretons qui ont filmé Berlin, puisqu'ils y ont vécu dès les années 40, je crois, après la guerre. Et puis j'ai trouvé aussi des films d'Allemands qui ont vécu un peu en Bretagne, qui ont pu déposer. Donc on a vraiment, quelque part, c'est une cinémathèque du monde entier. Elle est amateur, oui. Elle est filmée d'une certaine façon, oui. Mais pratiquement tous les sujets, on y trouve, dans le monde ou en France. Et les archives, ça permet aussi de créer. On va s'arrêter, puisque vous avez la casquette aussi de réalisatrice. On va s'arrêter sur votre dernier court-métrage, La Bobine 11004, entièrement réalisé donc à partir d'archives. C'est des images tournées en 1946 au Japon par l'armée américaine, 8 mois après le bombardement atomique d'Hiroshima. On regarde. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor.
they have been repaid many-fold. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. Des images qui ne laissent pas indifférents, malheureusement. Donc cette bobine, vous l'avez trouvée par hasard aux États-Unis. Ce film, il a été nominé dans une trentaine de festivals sur plusieurs continents. C'est un sujet du nucléaire, on parle du passé, mais ça a une résonance toujours, quel que soit le continent, pour les spectateurs qui le voient. Complètement. L'idée, c'était un peu de faire réagir les spectateurs à ce que c'est que l'énergie nucléaire et la puissance dévastatrice peut avoir une bombe nucléaire, mais aussi parler de l'énergie nucléaire civile, puisqu'on en parle dans la fin du film, sans aucun commentaire, uniquement avec la base de l'archive que j'ai trouvée. J'étais à Washington, comme ça aurait pu être la Cinémathèque de Bretagne, mais là j'étais à Washington pour une recherche très spéciale sur les États-Unis, et je suis tombée sur cette bobine. Donc j'ai décidé de la regarder et en fait de l'explorer. C'est-à-dire pratiquement toute la bobine est recomposée, redivisée, rezoomée. Il y a des parties que j'ai enlevées, des parties que j'ai remis plusieurs fois. Et c'est ça l'archive. C'est ça qui est formidable avec le cinéma amateur. C'est un peu comme dans les rushs d'un professionnel qui va tourner. Il tourne plusieurs fois, il redemande à l'acteur de venir rejouer. C'est jamais la même chose. Et dans le cinéma amateur, en fait, dans ces bobines-là, il y avait des rushs. L'opérateur filmait. Il a filmé des traces de sang sur des murs, des choses complètement anodines, mais qu'au final, quand on les regarde, quand on prend le temps de les regarder sans son, elles sont assez étranges. Et on voit que l'opérateur a voulu dire, attention, la dangerosité. Il a montré quelque chose de l'énergie atomique qui est sans odeur, qu'on n'entend pas. L'énergie atomique, c'est ça le problème. Et ce qu'on voit finalement à travers tous les exemples qu'on a présentés depuis ce matin, c'est qu'il y a finalement mille et une façons de valoriser ce patrimoine, en fait. Chacun peut s'en emparer. Complètement. C'est un matériau exceptionnel pour ça, parce que tout le monde peut y trouver un intérêt. Et c'est ça qui est intéressant par rapport, c'est vrai qu'il y a par rapport aux archives de la télévision, on est dans des formats. On a des formats, on a un discours. Là, on est vraiment sur un regard singulier à chaque fois. Et donc, après, chacun peut se projeter dans ce regard-là, le prolonger, comme a fait Mirabel. Et c'est toute la puissance de ces archives. Et c'est vrai que il faut inviter les téléspectateurs à aller sur le site internet, parce qu'on s'y perd, on y voyage, et puis et on est ému, et puis on y voit des choses qui nous ressemblent ou au contraire qu'on ne connaît pas. Allez, nous on part une dernière fois retrouver Evans suite et fin de sa visite guidée à la Cinémathèque de Bretagne. Alors la troisième mission de la Cinémathèque de Bretagne, c'est de valoriser ce fonds de plus de 35 000 archives. Et c'est un peu ta mission à toi, Lucie, puisque tu es en charge de la vente des images. À qui est-ce que tu vends des images de la Cinémathèque de Brest ? Alors, les images de la Cinémathèque de Bretagne sont souvent vendues à des professionnels. Donc ça peut être des professionnels du film, donc pour faire des documentaires, que ce soit historiques ou sur un personnage en particulier pour illustrer son enfance, des choses comme ça. Ça peut être dans des expositions, comme par exemple au musée de Bretagne. Là, en ce moment, il y a une exposition qui s'appelle Celtic, dans laquelle il y a des images animées, dont certaines viennent de la Cinémathèque de Bretagne. Ça peut être dans des spectacles. Il y a combien de projets par an, à peu près ? Alors, en gros, il y a 100 projets par an qui commencent. Ensuite, ils peuvent être traités en 2 semaines, en 6 mois, en 3 ans. Chaque projet a son propre rythme. Et comment les gens peuvent savoir que, par exemple, je cherche des images de Douarnenez dans les années 30, que vous avez ce qu'il faut ? Alors, sur le site de la Cinémathèque de Bretagne, il y a un moteur de recherche qui permet d'accéder aux notices documentaires de tout le catalogue et de visionner une partie de ces films-là. Donc, il y a plus de 8000 films qui sont en accès libre sur le site. Ok. Et alors, il y a une réalisatrice, merci beaucoup Lucie, qui a vraiment utilisé votre fonds, alors qui nous attend dans cette petite salle de cinéma improvisée. Bonjour Marie-Elia. Bonjour. J'adore l'idée d'être
ce bureau est vraiment génial. Vous avez imaginé un documentaire dont on voit l'affiche au-dessus de nous qui s'appelle Mission E.T. 63 minutes, 100% images d'archives de la Cinémathèque. Vous pouvez nous résumer le synopsis ? Eh ben, c'est un concentré de Bretagne et d'émotions, voilà, que j'ai imaginé. Donc c'est de la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut voir comme événement, par exemple ? Alors le film, il est thématique. Il y a la mer, le travail de la terre. Il est sur les émotions. Donc il y a la joie avec beaucoup de films, les premiers bains de mer dans les années 20 à Saint-Malo, tout ça. Il y a les luttes, la colère des Bretons quand ils sont pas contents. Il y a une colère collective qui monte et une union aussi. Donc les luttes du joint français, les luttes paysannes, les luttes de Plogoff. Enfin bon, quand ils sont en colère, ils crient, quoi. Oui, ça, on le savait, mais c'est bien de voir aussi que dans l'histoire, ça a été le cas également. Le film dure 63 minutes. Combien de films vous avez dû regarder pour extraire justement l'essentiel même de votre documentaire ? Mais moi, je suis allé flâner justement sur le site de la Cinémathèque et j'ai regardé à peu près entre 700 et 800 films. J'en ai choisi 200 et qu'on a visionné après avec la monteuse. Et on a travaillé à partir de 100 films. Et au final, il y en a 85 à peu près dans le film. Sacré boulot. Et alors, ce documentaire, comme son nom l'indique plus ou moins, vous avez envie de l'envoyer, de le partager avec les extraterrestres et de l'envoyer dans l'espace. Comment vous comptez faire ça ? Alors, normalement, il devrait être émis par ondes électromagnétiques, mais c'est pas simple. Dans un premier temps, on va l'envoyer dans une bouteille à la mer, parce que peut-être que les extraterrestres sont sous la mer et pas dans l'espace. Oui. On ne sait pas, peut-être qu'ils ont déjà vu, peut-être qu'ils ont déjà vu le film. J'attends leur contact, quoi. Bon, et si on n'est pas extraterrestre, on peut quand même voir votre film dès maintenant. On peut le voir en salle actuellement, on le verra à la télé bientôt, et on pourra le voir au Festival de Douarnenez aussi, qui invite la Suisse cette année. On va faire un travail avec les archives suisses. Voilà. Eh bien, super. Merci beaucoup. Ça aurait été bien qu'il soit projeté dans le bureau parce qu'on est bien là. Oh là, j'ai failli nous faire tomber. Allez, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Bonne journée, Evan. À demain. Alors, on l'aura compris, l'un des enjeux pour vous, c'est de vous ouvrir à tous les publics. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore dépoussiérer l'image qu'on peut avoir d'une cinémathèque ? Ou est-ce que ça commence à bouger un peu ? Je crois que ça bouge tout le temps, on est en mouvement permanent. En effet, dépoussiérer, oui, peut-être. Après, on sait que tous les publics qui viennent à nous, qui sont présents lors de nos événements, sont complètement fascinés par ce qui leur est présenté. Après, c'est plus difficile aussi pour les plus jeunes, finalement, d'avoir accès à ces documents. C'est pour ça qu'on fait des dossiers pédagogiques, qu'on fait des animations avec des scolaires, pour justement donner à voir cette image archive qui est souvent muette, qui a besoin d'une médiation, bien entendu. Mais voilà, je crois que l'équipe est dynamique, on a une envie de transmettre, et puis beaucoup d'artistes aussi se saisissent de ces archives-là, des jeunes, de plus en plus, qui aiment l'argentique également. Donc oui, je crois que ça fait... Et justement, j'avais une question. À l'heure des smartphones, on voit aussi qu'on est beaucoup plus agile avec l'image. Est-ce que finalement, le film amateur, dans quelques décennies, il va prendre un autre visage ? Ce ne sera plus la même chose, Gilles Olivier ? Oui, ce sera un tournant quand même. Oui, ce sera un tournant et ça va peut-être accentuer encore un peu plus justement sa caractéristique d'archive finalement et de source à sauvegarder le plus possible justement. Oui, tout à fait. Ce sont des données que vous prenez en compte c'est un enjeu très fort. À la on est en train de réfléchir justement à ces perspectives-là. En effet, mais bon, voilà, plus ça va aller, plus il va falloir qu'on se concentre aussi sur ces films amateurs qui sont pris sur le vif grâce, en effet, au téléphone. Ça, c'est un enjeu fort de la Cinémathèque pour l'avenir. En tout cas, il reste quand même des décennies avant à documenter. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Toutes les semaines, nous avons de nouveaux films qui nous arrivent. Et quels seront les prochains grands rendez-vous de la cinématique dans la deuxième partie de l'année ? Alors, on est en train de construire notre programmation d'octobre 2022 à juin 2023, puisque la programmation 2022 est en train de se terminer là au mois de juin. Voilà, nous sommes en train de la construire. Il y aura le ciné-concert Fréquence sous-marine, des films qui seront présentés, qui ont utilisé nos archives, dont Les Odyssées blanches. Donc voilà, on est en train de construire cette programmation. Et comme la Cinémathèque n'a pas de salle de cinéma et que sa vocation est d'être régionale,
Nous sommes vraiment dans plein de lieux différents en Bretagne, que ça soit au Champ Libre à Rennes, à l'écomusée de la Maintinée aussi, que ça soit à Brest, au Vauban ou au BH Café. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être au plus près des habitants, dans des bibliothèques, des centres sociaux. Donc dès le mois d'octobre, la nouvelle programmation sera en ligne sur le site internet. Et voilà, donc nous serons ravis d'accueillir le plus de monde possible. Et pour celles et ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi vous rendre sur votre site internet. Une partie de la collection, celle qui est numérisée, est disponible à tous et c'est gratuit. Merci beaucoup Gaëte Pitrou d'avoir été avec nous. Merci Gilles Olivier. Merci Mirabelle, j'allais vous appeler Myrtille, pardon, désolée. C'est l'heure de la photo de fin d'émission. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À demain. Désolée. J'appelle Mirabelle. Alors, petite photo. Anybody do the things you